Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Mathieu Lantier, je suis le directeur des opérations de l'entraide scolaire amicale. Je suis très heureux de vous accueillir, pour cet atelier, sur le mentorat pas à pas. Donc nous, on est au cœur des choses, hein, avec cet atelier. On va à l'essentiel. J'aurai le plaisir de l'animer aux côtés de ma collègue de l'ESA, Géraldine Louis, qui va aussi, gérer le chat qui vous permettra, de poser un certain nombre de questions. On gardera la plupart des questions, pour la dernière demi-heure finale et néanmoins, si on a le temps entre chaque intervention, on prendra quelques minutes à chaque fois pour répondre à 1 ou 2 questions, si, elles brûlent la majorité, du public particulièrement. Donc pour cet atelier, j'aurai la chance de, faire intervenir 4 personnes, en l'occurrence Colline Coste et Jérémy Henriot de la FEV. Donc voilà, Colline qui est coordinatrice de programme à Strasbourg et Jérémy qui est chargé de développement local à Lille. Hem, J'aurai par ailleurs la possibilité de faire intervenir également Benjamin Blavier qui est le cofondateur et coprésident d'Article 1 et puis également, de donner la parole à Charles Fiessinger qui est manager diversité, inclusion et espace mobilité, j'espère ne rien avoir oublié, chez Michelin. Hem, pour commencer, je vais donner la parole à Jérémy et Colline. Je pense que je vais vous laisser aussi partager un document. L'idée, c'est que dans un premier temps, vous puissiez, nous dire, quels sont les essentiels finalement, du mentorat. C'est quoi un programme de mentorat et quelles sont, les étapes clés, pour le mettre en place? Je vous laisse activer vos micros. Petit rappel à l'ensemble des participants, si vous ne voulez pas être enregistré, coupez votre caméra, tout simplement. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à privilégier, le chat, donc le petit onglet discussion pour poser des questions. Jérémy, Colline, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner la parole. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, pour commencer, peut-être une petite définition de ce qu'est le mentorat. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, ça a déjà été pas mal abordé lors de la plénière. Je ne sais pas si vous étiez déjà toutes et tous là. Donc, pour revenir rapidement dessus, le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement, de soutien et une relation bénévole également. Ça consiste en fait à mettre en lien deux personnes qui ne se seraient a priori pas connues sans cette relation. La relation de mentorat est aussi basée sur un moyen long terme, ce qui peut peut-être distinguer ce type d'accompagnement du coaching, par exemple, qui est souvent sur une durée plus courte. Et ce qui est très important, c'est aussi l'idée d'apprentissage mutuel. On n'est pas dans le mentorat, dans une relation entre un sachant et un apprenant, quelque chose de très descendant et vertical, mais bien dans une idée donc d'apprentissage mutuel, où chacun est un sachant, chacun est un apprenant, le mentor et le mentoré. Ce qui là aussi peut faire la distinction peut-être avec certaines formes de coaching ou le tutorat peut-être académique, où on est dans une relation un peu plus unidirectionnelle. Donc c'est aussi l'intérêt du mentorat. Et l'objectif du mentorat est de favoriser l'autonomie et le développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs qui vont évoluer, qui vont s'adapter en fonction des besoins spécifiques. Donc on n'est pas sur le transfert d'une unique expertise très concrète d'un professionnel, comme c'est le cas par exemple dans le coaching, mais vraiment sur quelque chose de très évolutif, de très adaptable, et qui va être guidé aussi par la personne mentorée et le mentor. C'est un type d'accompagnement, le mentorat, qui existe dans beaucoup de domaines différents, mais donc avec toujours, hein, je le répète, ce même objectif, travailler différents objectifs liés au développement de la personne pour qu'elle se sente aussi plus à l'aise face à certaines insécurités, plus autonome pour progresser et développer les fameux soft skills qui étaient évoqués plus tôt. Donc voilà. Et ce qui est enfin le dernier élément très important dans le mentorat, c'est l'importance de la structure professionnelle encadrante. On est vraiment sur une relation, comme c'est entre deux personnes, plus voilà, une structure
qui va superviser la pratique et veiller à ce que le cadre soit sécurisé, à la formation, à l'évaluation, au suivi de l'action. Donc cette structure professionnelle, encadrante est extrêmement importante. Donc voilà pour donner une première approche commune, voilà, en tout cas une définition adoptée dans le monde du mentorat social un peu à l'international. Merci beaucoup. Et du coup, pour poursuivre, voilà, on s'est posé la question des grandes étapes incontournables pour mettre en œuvre un programme de mentorat quel qu'il soit, puisque donc, il peut y avoir des programmes de mentorat dans divers domaines, et d'essayer de dégager un peu les invariants, parce que l'accompagnement spécifique de publics en fragilité que représente le mentorat ne doit pas être laissé au hasard, et du coup, c'est très important de le structurer par divers invariants. Donc, on va vous présenter un peu comme un idéal de mise en œuvre de ce programme. Et avec Jérémy, on vous donnera aussi peut-être un peu notre regard sur ces invariants à travers quelques exemples de terrain qui nous semblent illustrer aussi l'importance de ces modalités de structuration. Donc, Jérémy, je te laisse peut-être commencer par présenter le premier invariant qui nous a semblé important de nommer. Merci beaucoup, Colline. Bonjour à tous. Donc, comme l'a très bien expliqué Colline, il existe des invariants dans le mentorat qui permettent en tout cas d'avoir le mentorat idéal. Et on va commencer par le sourcing ou le ciblage du public visé. Donc, on va parler d'abord du repérage des mentorés. Pour avoir un bon repérage et en tout cas pour cibler les bonnes personnes, il est important de bien poser le cadre et le contexte de son mentorat. Quel public on va viser en particulier, quels objectifs on va rechercher. Est-ce que c'est plutôt l'accession à l'emploi ou plutôt un développement ou une réussite scolaire? Donc voilà, c'est très très important de bien définir les objectifs, notamment déjà dans votre structure et aussi avec les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Donc ça m'en vient au deuxième point au niveau du repérage, c'est que si vous travaillez avec des partenaires, dans la plupart des cas, c'est important. Enfin, il est important aussi de pouvoir s'appuyer sur ces tiers, donc les partenaires qui connaissent leur public, ont une parfaite maîtrise en fait du public qui touche, et ce qui vous permet en tout cas d'avoir un ciblage beaucoup plus expert. Après, évidemment, tout cela se fait en lien et en discussion entre le partenaire et vous-même, le ou les partenaires. Et enfin, donc pour bien aussi cibler les bonnes personnes, c'est aussi très important que le programme du mentorat que vous souhaitez lancer soit parfaitement compris par tous les acteurs, notamment le repérant, le mentoré aussi, parce que voilà, c'est très important qu'ils sachent quels sont les objectifs au travers de ce mentorat. Donc voilà, il faut absolument que ce soit compris par tous et que l'action soit comprise dans son ensemble. Voilà. Bien évidemment, ces objectifs que vous allez établir au préalable pour préparer le cadre et le contexte sont évolutifs. C'est-à-dire que les objectifs peuvent être changeants au cours même du mentorat. Et puis après, d'une période à une autre, quand vous évoluez dans votre structure, évidemment, les objectifs peuvent changer et ou être améliorés, en tout cas, ou précisés sur certains points. Donc, je vais laisser maintenant Colline rebondir. Effectivement, merci. Donc, effectivement, le premier invariant, c'est vraiment le ciblage. Donc, la définition claire de ces objectifs, des besoins du programme d'action qu'on veut mettre en œuvre permet donc de repérer les mentorés appropriés et les partenaires repérants appropriés. Et c'est aussi donc important de définir clairement qui sont les mentors dont on a besoin pour ce type d'accompagnement.
pour ensuite, du coup, les mobiliser efficacement. Les futurs mentors eux-mêmes doivent adhérer aux valeurs du projet dans lequel ils vont s'engager, connaître la nature de leur engagement et les compétences qui vont parfois être requises. Voilà. Donc ça c'est des éléments qui sont à ne pas laisser de côté et permet aussi aux mentors de développer un sentiment d'appartenance à la structure et ils savent ensuite du coup à quoi ils s'engagent et ça leur permet d'assurer plus leur engagement. Donc ces spécificités-là, c'est de déterminer clairement qui on veut repérer chez les mentorés et quels sont les mentors qu'on veut mobiliser. Ça permet aussi de planifier ce repérage et cette mobilisation. Ça permet aussi de structurer ce repérage. Par exemple, en termes de calendrier, de lieu de mobilisation, de diversification des outils de mobilisation pour que la mise en œuvre du programme soit fluide et surtout aussi appropriée. Peut-être pour donner un exemple lié à notre pratique à la FEB, alors je parle du coup sur le pôle de Strasbourg parce que c'est ce que je connais, même si c'est un peu partout la même chose. Les jeunes accompagnés sont des enfants qui nous sont orientés par les établissements scolaires et qui vont être accompagnés par des étudiants. Donc en termes de calendrier, la manière dont on va structurer notre repérage est très importante. On sait que les étudiants vont finir l'année scolaire assez tôt. C'est très important que les accompagnements puissent donc commencer rapidement en septembre. Ça va donc aussi avoir un impact sur la période à laquelle on va aller repérer les jeunes. Et donc, c'est au printemps qu'on va à la rencontre des établissements scolaires pour qu'avant l'été, on ait déjà tous les mentorés qui nous soient orientés et qu'on puisse rapidement, en septembre, mettre en place les accompagnements. Donc voilà, l'analyse justement de ces publics-là, ce ciblage précis, permet aussi vraiment une mise en œuvre concrète qui soit appropriée et fluide. Justement, pour rester un peu dans le concret, Jérémy ou Colline, est-ce que ce soit dans cette partie qui est un peu au début du mentorat, le sourcing, le ciblage, le matching, donc qui va finalement du repérage des jeunes jusqu'à la rencontre. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez pu constater sur le terrain, des obstacles? Voilà, parce que là, ça reste encore assez théorique. On voit quelles sont finalement les bonnes pratiques. Mais est-ce que vous, sur le terrain, vous avez pu constater aussi, voilà, un certain nombre de choses qui sont moins faciles et que vous avez peut-être pu, surmonter? Pour le coup, j'ai peut-être un exemple. Comme le disait Colline, au niveau du ciblage de nos mentorés, donc de nos jeunes, sur la période du mois de juin, on va faire ce qu'on appelle du pré-ciblage, c'est-à-dire faire le bilan déjà avec nos mentorés actuels et savoir s'ils souhaitent reconduire ou non d'une année à une autre. Parfois, il arrive qu'on ait aussi des nouveaux ciblages sur cette période et que quand on reprend contact en septembre avec eux, finalement, ils se disent non, en fait, j'ai trouvé une autre association ou j'ai trouvé une autre structure pour aider mon fils à faire ses devoirs. Et en fait, là, la problématique vient notamment sur la question de la compréhension de l'action. C'est-à-dire que on rencontre parfois ça au sein de la FEB, c'est que parfois les familles peuvent voir notre accompagnement comme de l'aide aux devoirs pur et dur, ce qui fait qu'on oublie en fait toute cette notion de l'ouverture culturelle et de l'échange et du développement qu'il y a entre le mentor et le mentoré. Et forcément, si une autre association leur propose quelque chose de plutôt sur la question des devoirs, à ce moment-là, ils vont se diriger plutôt là-bas. Donc c'est une difficulté qu'on rencontre, qui n'est pas non plus majeure, bien entendu, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut pas oublier. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien faire en sorte que l'action soit comprise par l'ensemble des acteurs auprès desquels on intervient. OK, merci beaucoup. Il vous reste encore 5 minutes. Petite Oh. indication. Ok, ça marche. Bon, on va accélérer un petit peu dans ce cas-là. Après avoir fait le ciblage et la mobilisation de nos différents acteurs, vient le matching, qui est quelque chose de très important.
Donc, le matching, en fait, l'objectif, ça va être de comprendre comprendre les motivations et les attentes à la fois du mentor et du mentoré pour pouvoir faire une rencontre parfaite, en fait, tout simplement. Du coup, on va voir un peu les objectifs, les infos pratiques aussi de chacun, parfois géographiques ou autres. De là, c'est important aussi d'avoir une première rencontre pour bien poser les choses et justement bien fixer ses objectifs sur le mentorat. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et tout ça, ça doit être encadré aussi évidemment par un représentant de la structure, sachant que ces critères, évidemment, sont donc les critères de matching sont des choses qui sont variables. Il ne faut pas oublier d'être flexible. Si je peux donner un petit exemple de terrain rapide avant de passer à la suite, à la FEV, on fait ce qu'on appelle la mise en place. Donc, un référent du binôme va aller dans la famille avec le jeune présent et le mentor. Et là, ils vont simplement se présenter, faire connaissance et fixer les objectifs de l'accompagnement sur l'année, du mentorat, pardon. Vient ensuite la première séance où là, le mentor ira seul à la famille du mentoré, dans la famille du mentoré, pour faire essentiellement des jeux de connaissances, des activités brise-glace pour apprendre à se connaître et aussi fixer entre eux un peu les objectifs et ce qu'ils ont envie de faire tout au long de l'année. Ok, on voit que c'est très structuré en effet. Oui, et du coup, pour poursuivre rapidement, du coup, vu que je crois qu'on n'a pas très bien commencé en gérant notre temps, c'est assez important aussi donc, de poser comme invariant une structuration et un pilotage clair de l'action une fois aussi qu'elle est lancée. Ça passe notamment par la formation et l'accompagnement des salariés. Comment on accompagne les professionnels qui font du mentorat, comment est-ce qu'on les forme, qu'on les accompagne tout au long de leur action, c'est un aspect à ne pas négliger par la structure encadrante. Le fait également de modéliser l'encadrement des binômes, mentor-mentoré, avec des personnes qui vont être dédiées, formées à ça, et de modéliser ça clairement. C'est-à-dire, par exemple, nous, à la FEV, on fonctionne notamment avec des volontaires en service civique. On s'est posé la question, combien de binômes encadrés par combien de volontaires et pour combien de salariés enfin, voilà. Donc, de modéliser ça de manière très claire. Avoir des ressources, des personnes ressources clairement identifiables aussi dans les structures partenaires avec lesquelles on travaille pour centraliser les informations. Encore une fois, pour donner un exemple, à la FEV, sur Strasbourg, les enfants nous sont orientés par les établissements scolaires élémentaires et collèges. Donc, on a identifié notre personne ressource par territoire comme étant les coordonnateurs de réseaux d'éducation prioritaire. Si on décide de développer notre programme de mentorat sur un nouveau quartier, ça va être l'interlocuteur qu'on a identifié comme étant celui qui va être le plus à même d'avoir un regard sur le territoire et du coup de nous aider à développer notre programme sur ce territoire. Et donc, c'est assez important au niveau de la structure, en général, d'harmoniser ces pratiques et ces outils, même s'il y a certaines réalités locales qui entreront forcément en jeu, mais c'est un élément qui est aussi nécessaire. Et puis, la question des financements, voilà, la stabilité des financements permet aussi des perspectives de développement. Et, donc, voilà, pour l'importance de cet autre invariant qu'on a dégagé, qui est vraiment la structuration claire de l'action pour la piloter ensuite. Ok. Alors, vient ensuite le troisième invariant. Donc, le suivi du mentorat, c'est quelque chose de très important tout au long de l'action. Donc, il y a plusieurs points. D'abord, la régularité des suivis. C'est très important de pouvoir le suivre pas à pas, pour reprendre un peu le thème de l'atelier, plutôt que sur des périodes plus longues. Faut que ce soit fait auprès de tous les acteurs aussi, puisque autour du mentoré, il y a d'autres espaces, et ce qui fait que c'est tout aussi important de voir son évolution dans d'autres sphères que le mentorat. Enfin, il y a aussi des outils adaptés. Donc, c'est important d'avoir des outils adaptés pour le suivi, des outils mutualisés aussi au sein de la structure, pour reprendre le second invariant.
Il faut être aussi capable d'être réactif pour faire face à certaines situations, d'avoir les capacités de répondre en tout cas et d'apporter un soutien au niveau du mentor et du mentoré. Et enfin, ces suivis, il faut les analyser et les rendre compte pour aussi, au sein de votre structure, être un relais d'information pour pas que celle-ci se perde et que la communication puisse passer entre tous. Du coup, j'enchaîne rapidement. Donc, on a des Ouais, gagnants. juste peut-être concrètement, je suis mentor à la FEV. Ça se concrétise comment cet accompagnement en 2-3 mots? Qui m'appelle, à quelles Oui, étapes, à quelle régularité pour peut-être que et peut-être 1 ou 2 exemples d'outils qui sont à disposition des mentors? oui, pas de souci. Alors, donc à la FEV, on a plusieurs fonctionnements. Parfois, le salarié est référent des binômes de mentor et de mentoré. Parfois, c'est un volontaire en service civique. L'objectif de ces référents est de faire la mise en place. Donc, on avait parlé de la première séance et aussi de la rencontre. Et ensuite, tout au long de la période, il va y avoir, donc à raison de tous les 10 jours à peu près, des appels passés ou des rencontres en présentiel, dans la mesure du possible évidemment, auprès de tous les acteurs, donc l'établissement scolaire, la famille, le jeune aussi qui a une voix à apporter et enfin notre bénévole, mentor, pour savoir un peu comment ça se passe, quelles activités est-ce qu'ils font et les éventuelles problématiques qu'ils peuvent rencontrer et comment est-ce que nous, on peut être ressource, puisque le rôle du référent, justement, c'est d'être aussi ressource pour son mentor et son mentoré, afin de faire en sorte que le mentorat se passe au mieux. Et l'accompagnement des mentors, au-delà du suivi qu'on fournit et le regard qu'on a sur l'accompagnement, il passe aussi par tout un parcours de formation. Déjà, il y a des outils qui ont été élaborés par la FEV pour les accompagner, comme un site ressource de l'accompagnement avec des idées d'activités, des fiches par thématique pour avoir aussi des réflexions. On leur propose des formations sur leur posture d'accompagnateur, d'accompagnatrice, qui est très spécifique. Ce ne sont pas des coachs, ni des professeurs, ni des travailleurs sociaux, ni des parents. Donc voilà, on les accompagne vraiment aussi à se former à cette posture. Et puis, en fin d'année, à valoriser aussi les compétences qu'ils ont développées, ces fameuses soft skills qui vont pouvoir remobiliser dans la suite de leur parcours. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie des invariants, c'est-à-dire la formation des mentors pour bien les accompagner. Ouais, et puis ça permet de mieux mesurer, voilà, un peu concrètement, ce que vous mettez derrière la qualité du suivi, et le professionnalisme, effectivement, qu'il y a, derrière votre action de mentorat. Peut-être, 2 dernières minutes vraiment pour, conclure, et en finir avec, votre propos. Je sais que c'est un peu frustrant, mais il va falloir qu'on enchaîne ensuite. Oui, pas de souci. Alors rapidement, voici un exemple du parcours du bénévole de la FEV dont tu as parlé, Colline, juste avant. Bon voilà, hein, il y a toutes les étapes et toutes les choses qui sont possibles autour de ça et les supports qu'on utilise en tout cas pour la formation. Alors enfin, le dernier invariant, et non pas des moindres, n'est autre que la clôture et l'évaluation du mentorat. Donc ça peut se faire de différentes manières. Il peut y avoir des bilans en mi-période ou des bilans de fin de période uniquement. Enfin, voilà, c'est au bon vouloir de la structure. Donc l'objectif de la clôture et de l'évaluation va être d'évaluer d'abord l'impact de l'action en fonction au regard des objectifs, de voir où est-ce qu'on en est, quels progrès on a réalisés, est-ce qu'on les a atteints partiellement ou totalement, et si on les a atteints totalement, comment est-ce qu'on peut voir plus loin, d'où la notion de continuité aussi, comment est-ce qu'on va aller au-delà du mentorat et dans le post-mentorat. J'ai fini mon mentorat, qu'est-ce que je fais après? C'est ça la question en fait, c'est de ne pas laisser non plus de dire hop, voilà, c'est bon, on n'est plus mentor et c'est bon, on laisse tomber, on arrête de se voir. Non, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une notion de continuité ou en tout cas qu'il sache que le mentoré sache où il aille
après son mentorat. Et enfin, donc tout ça, ça passe par un bilan avec tous les acteurs de l'action. Encore une fois, les partenaires qui ont besoin aussi de savoir, les partenaires et financeurs qui ont besoin de savoir comment se passe le mentorat et qu'est-ce qu'on en a retiré sur une période et vers quoi la structure va se projeter. Donc, si je peux donner quelques petits exemples concernant la FEV sur ces points. Donc, on a d'abord pour nos mentorats ce qu'on appelle un bilan mi-année et un bilan de fin d'année. Donc, le référent du binôme va aller dans la famille et faire le point avec la famille, le jeune et le bénévole, pour savoir comment ça se passe, les objectifs qui ont été atteints ou non, et comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Et le second exemple, là, c'est plutôt au niveau des salariés. Étant donné qu'on fonctionne sur une période scolaire, la période de juin à août va être une période très creuse où on n'a pas de binôme à encadrer. De ce fait-là, on évalue beaucoup ensemble, donc en équipe, ce qui s'est passé, les difficultés qu'on a pu rencontrer au travers de la période et comment est-ce que d'une année à une autre, on va améliorer la qualité de nos mentorats tout en faisant plus de mentorat dans la mesure du possible. Et voilà. Et cette période, elle est super importante pour pouvoir se projeter, anticiper les choses et puis expérimenter. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, mais il ne faut pas oublier que ça reste, le mentorat reste essentiellement du qualitatif et il n'y a pas un mentorat unique, même si on penche vers un idéal. Donc, si je peux conclure là-dessus, c'est qu'il ne faut pas hésiter à expérimenter les choses. Voilà. Merci beaucoup. Colline, est-ce que tu as un dernier mot de conclusion comme Jérémy? Dernier mot de conclusion, donc je pense que c'est vraiment important ces invariants pour professionnaliser vraiment hein, nos actions de mentorat. Et nous, à la FEB, de mettre en œuvre ces invariants, de les identifier, de se mettre à parler de mentorat plutôt qu'uniquement de notre programme à nous d'accompagnement individuel. Ça nous a permis aussi de changer d'échelle, de renforcer notre propos auprès de nos partenaires, notamment institutionnels. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'incontournable, ces fameux invariants. Donc, pour les reciter, hein, le ciblage des mentors, des mentorés, le matching, la structuration très claire ensuite de l'action, le suivi, la formation des mentors et puis l'évaluation, la clôture de l'action. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a bien compris effectivement l'importance de cette structuration et puis du fait qu'il y a un tiers dans cette relation à deux du binôme. C'est ce côté professionnel qui fait aussi qu'on arrive à personnaliser au mieux l'accompagnement. Je vais maintenant donner la parole à Benjamin Blavier. Benjamin, tu es aujourd'hui coprésident, cofondateur d'Article 1. J'aurais voulu dans un premier temps que tu reviennes peut-être sur l'expérience finalement de la création d'Article 1 qui est née de la fusion rare entre deux associations, Fratelli et Passeport Avenir. Deux associations qui, si je ne me trompe pas, pratiquaient toutes les deux le mentorat. Et donc, j'imagine que vous aviez une occasion en or de prendre du recul sur la façon dont vous décliniez ces deux programmes pour en mettre en place un nouveau et de façon, là encore, professionnelle et structurée. Oui, écoute, merci Mathieu. Donc tu es le gardien du temps, hein, tu Exactement. n'hésites pas. Moi, je suis assez passionné par le sujet, donc il faudra que tu me coupes la parole, je te préviens. C'est noté. Voilà, il faudra le faire. Oui, effectivement. Alors, on a fusionné deux associations en 2018. Moi, j'en avais créé une qui s'appelait Passeport Avenir, et puis Boris Valbaum en avait créé une autre qui s'appelait Fratelli. La particularité, c'est que on ne se connaissait évidemment pas du tout, et on a travaillé l'un et l'autre sur un même public, une même cible, qui est celle des jeunes issus de milieux défavorisés, donc pour nous, boursiers plus, qui se lancent dans l'enseignement supérieur. Voilà. Et notre idée était d'accompagner ceux d'entre eux qui avaient l'envie, le potentiel, l'appétence, la capacité à aller faire des études Bac plus 5. Voilà, c'est ça. Donc, avec un objectif derrière commun, et
bon, c'est celui qu'on s'était choisi, hein, je ne dis pas que c'est celui-là qu'il faut faire, il y a aussi plein de jeunes qui veulent ne pas faire des bac+5 et c'est très bien, mais nous, on voulait cette cible-là en se disant on manque de diversité, on manque de jeunes représentant toutes les facettes de la France dans les métiers à responsabilité, dans les entreprises, dans les organisations, donc on veut les pousser à avoir les diplômes qui vont ouvrir la porte pour avoir plus de diversité dans les fonctions de manager, de directeur, d'entrepreneur, tout ce que vous voulez, mais en gros, là où essentiellement mènent ces bac+5, parce que vous savez bien que plus on grimpe dans la hiérarchie des entreprises et des organisations, moins il y a de diversité. C'est encore malheureusement un constat très très fort en France. Voilà, donc c'était ça notre combat à Boris et moi, l'un et l'autre, mais effectivement, on l'a fait de manière très différente. Donc c'est du mentorat d'un côté comme de l'autre, mais on avait des manières de faire qui étaient pas les mêmes, parce que je crois que chaque asso va faire aussi en fonction de sa culture. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise méthode. Vous avez décrit les étapes et c'était intéressant d'entendre Colline et Jérémy. Ça m'a ramené aux réflexions qu'on pouvait avoir sur effectivement les étapes. Alors oui, bien sûr, la définition des besoins du jeune, oui, c'est pas la même chose si on est sur un collégien, un lycéen, un étudiant, quelqu'un qui est en bac pro, quelqu'un qui se projette vers Sciences Po, ça n'a rien à voir. Il faut savoir ne pas tout faire aussi. C'est-à-dire le mentorat tel qu'on l'envisage, fait par des bénévoles, c'est pas la solution pour les jeunes qui ont des grosses difficultés d'accompagnement et il faut savoir passer la main à des gens dont c'est le métier. Donc ça, voilà, ça fait partie des sujets. Le recrutement des jeunes est un sujet. Comment on fait? Est-ce qu'on y va nous-mêmes? Voilà, par diffusion spontanée, réseaux sociaux, campagne virale, tout ce qu'on veut, ou est-ce qu'on s'appuie sur des établissements? Comment on vérifie qu'ils ont bien compris de quoi on parle? Comment on mobilise les mentors? Là aussi, sans leur vendre autre chose que ce qu'ils vont avoir à faire. Et puis, on en a parlé, le collectif Mentorat a beaucoup de propositions et d'outils à vous faire partager, comment on équipe des mentors pour faire leur mission. Bien entendu, la formation des mentors, c'est quelque chose de clé. Puis il y a toute la suite, ils en ont parlé, mais c'est les aspects qu'on néglige assez souvent dans le mentorat. La question du matching, on le fait sur quels critères? Et c'est évidemment extrêmement important, je vais y revenir. La mise en relation, l'accompagnement, l'animation, la mesure d'impact, la reconnaissance. Bref, il y a une foultitude de sujets. Il y a un continuum qui est assez précis, qu'on retrouve dans toutes les associations qui se sont penchées là-dessus. Et nous, Passeport Avenir et Fratelli, on avait des manières de faire finalement assez différentes. Chez Passeport Avenir, donc on accompagnait des jeunes entre bac et bac+5, on était sur du mentorat annuel renouvelé. Engagement sur 1 an, puis après on pouvait s'engager sur l'année d'après, et la 3e, 4e, 5e, avec évidemment une évolution des besoins au fil de l'engagement. À bac+1, vous avez plutôt besoin de travailler sur comprendre l'enseignement supérieur, trouver une méthodologie pour travailler, être à l'aise dans la première année du parcours. Quand vous êtes à bac+4, 5, vous êtes déjà plus près de la recherche d'emploi. Donc c'est trouver le bon stage, constituer un réseau, savoir faire un entretien. Enfin voilà, on change un peu de problématique. On était sur un recrutement qui était fait très essentiellement via des établissements partenaires, donc via des enseignants. Et je vais dire, on n'était pas extrêmement regardant sur les résultats académiques. Voilà. Ce qui comptait, c'était que l'enseignant nous dise « tel jeune a la capacité de faire des belles études supérieures, il en a sous le pied, mais il ne s'en est pas encore forcément rendu compte. » Voilà. Et ça nous a permis notamment d'aller chercher des jeunes avec des histoires extrêmement intéressantes qui ont pu passer par des bacs pro, des bacs techno, voire des CAP, et qui ensuite ont réussi à accrocher des études bac+5 et qui du coup sont des vrais exemples aussi pour une bonne partie de la jeunesse qui a été malheureusement pour certains mal orientés. Enfin, on sait ce qu'il en est. Donc voilà, on avait ce mode de fonctionnement et on n'était pas très regardant, j'allais dire, sur le côté lien académique. C'était pas très important de mettre quelqu'un qui voulait faire du droit en face de quelqu'un qui avait fait du droit, peu importe finalement, puisque ce qu'on demandait au mentor, c'était ouvrir un réseau, mettre en confiance, aider à réfléchir à son avenir, mais on n'était pas sur du soutien scolaire. Voilà, ça c'était Passeport Avenir, et on avait l'autre Fratelli, l'autre modèle qui était assez différent. Engagement sur 5 ans, très long. Un jeune suivi depuis le bac jusqu'au bac+5. Modèle qu'on pourrait qualifier d'élitiste, mais je dirais plus académique. C'est-à-dire que c'était pas en lien avec des enseignants. Les jeunes venaient parce qu'ils étaient identifiés comme ayant eu des bons résultats scolaires.
Voilà, donc c'était des mentions bien ou très bien qui candidataient. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'ils aillent au bout de leur potentiel et qu'ils ne se limitent pas en route. Donc pas vraiment de lien géographique avec les établissements. Et par contre, un peu plus fin en qualitatif parce que il y avait une vraie connexion en termes de filière d'études. Un jeune qui voulait devenir ingénieur, il était connecté avec un mentor qui était ingénieur et qui avait fait une prépa, la même chose que lui. Donc là, il y avait une dimension évidemment beaucoup plus fine en termes de soutien scolaire et d'accompagnement méthodologique, parce que le mentor avait la même histoire. Et Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu alors du coup aujourd'hui, des on a deux fait un espèce programmes? de mix des deux. C'est pas simple parce qu'on s'attaque à des convictions, à un terreau culturel. Et alors, en fait, on a essayé de faire la synthèse, le meilleur des mondes. Donc, par exemple, sur le format, on s'est dit on va découper en deux. Donc, on fait L1, L3, premier mentorat, où on est centré plus là sur la question du soutien méthodologique et de la proximité géographique. On va faire en sorte que le mentor et le mentoré puissent se voir. Et on va être un peu moins regardant sur le lien métier. Par contre, Bac plus 4 et 5, là, on va avoir du mentorat qui se fera sans doute plus à distance, mais qui sera plus connecté avec le lien métier. Je m'explique. Vous êtes Bac plus 1 et vous avez envie, vous êtes en, je sais pas moi, en prépa école de commerce et vous ne savez pas ce que vous voulez faire, on va vous mettre en connexion sur les premières années avec quelqu'un qui a fait une prépa école de commerce. Voilà. À Bac plus 4 et 5, vous vous dites, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est du développement durable. Là, on va vous mettre en connexion avec un autre mentor qui est dans le métier du développement durable, même s'il ne fait pas les mêmes études que vous. Voilà, parce qu'il va vous ouvrir le réseau, etc. Voilà, ça c'est un premier exemple de ce qu'on a fait. Deuxième exemple de ce qu'on a fait, c'est on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on pourrait dire, donc on a gardé les deux sur le mode de recrutement des jeunes. Donc on s'est dit, plutôt que de choisir l'un ou l'autre modèle, on va faire les deux. Donc on a aujourd'hui 50% de notre recrutement qui est fait dans des établissements partenaires avec des profs qui sont prescripteurs et qui nous disent tel résultat, enfin tel jeune peut aller à Bac plus 5, mais même s'il n'a pas forcément des notes mirobolantes. Et on a une autre moitié qui est plus académique, c'est-à-dire ce sont des jeunes bacheliers partout en France, y compris dans des établissements non partenaires qui peuvent candidater, mais là on est un peu plus exigeant pour le coup sur les résultats académiques parce qu'on a besoin de vérifier qu'ils ont la capacité à faire des études Bac plus 5. Voilà, donc on a essayé de faire un mix des deux. C'est les formules qu'on a trouvées aujourd'hui, mais évidemment, je ne le vends pas comme étant la recette miracle. Chaque association doit y réfléchir et il y a évidemment un coût associé à chaque fois. Il faut aussi développer le mentorat à la hauteur des moyens qu'on est capable de mobiliser, ce qui n'est pas toujours évident. Toutes les assos du collectif mentorat vivent un peu cette question de combien de jeunes pouvons-nous suivre avec les moyens que l'on a. Donc la réflexion du moment, elle est beaucoup sur... Excusez-moi, si oui, vous il y a pouvez quelqu'un couper qui les parle. micros quand vous n'intervenez pas. Merci. La réflexion du moment que l'on a avec beaucoup d'associations du collectif mentorat, c'est au-delà des volumes de jeunes que l'on suit avec nos outils de mentorat traditionnels, qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui pour essayer d'en faire plus? Et on en reparlera tout à l'heure, mais la crise a servi d'accélérateur pour la mise en place d'un certain nombre de solutions qu'on pourrait dire allégées pour faire du mentorat, notamment du mentorat à distance, et plus ponctuel. On en reparlera tout à l'heure, mais je vous annoncerai une solution qui s'appelle 1 à 1, mais c'est ce qui s'est passé aussi avec mentorat d'urgence, c'est ce qui s'est passé avec réussite virale. On a vu que nos associations ont été capables d'inventer des formats de mentorat allégés, je ne veux pas dire dégradés, parce qu'il y a aussi du qualitatif, pour essayer de toucher des effectifs plus massifs de jeunes, mais sur des besoins plus ponctuels. Voilà, typiquement, soutien scolaire sur un temps donné, recherche d'emploi, question d'orientation, voilà, sur des moments plus délimités. D'accord. Le temps avance un peu et tu m'avais autorisé à te couper. Oui, bien sûr. Est-ce que, enfin voilà, toi tu as connu quand même une association naissante, enfin, tu as participé à la fondation d'une première association, puis à la fusion de deux autres.
Quel regard tu portes aujourd'hui sur la place, du mentorat en France? Quelle évolution tu perçois? Voilà, quel est le degré de maturité, de cette forme d'accompagnement? Et puis, je dirais, qu'est-ce que tu attends, du collectif mentorat et du travail que vous avez entrepris avec les acteurs publics, aujourd'hui? Très rapidement, pour passer la parole ensuite aux acteurs suivants, comme Nicolas me le rappelle. Très rapidement, moi j'attends du collectif de mentorat que l'on puisse mettre en visibilité effectivement les recettes, les techniques, les outils que le collectif mentorat a été capable de déployer. Voilà. On est à maturité, on a le recul, on a la mesure d'impact, on a l'impact scientifique démontré pour prouver ce qu'apporte le mentorat. Moi, je voudrais, enfin, ça c'est le premier point, c'est-à-dire il faut qu'on mette en visibilité ce qu'on est capable de faire et que d'autres établissements d'enseignement ou associations puissent s'emparer du mentorat comme faisant partie de la palette de leurs outils. Voilà. On peut vous aider, tout ça est en open source, tout ça est à partager, on peut vous aider à vous approprier effectivement ces techniques de mentorat, premier point. Deuxième point, moi je voudrais que, comme l'ont dit plusieurs intervenants en plénière, on casse finalement cette idée de se dire que le mentorat, il suffit d'être un peu de bonne volonté et d'avoir un petit peu de temps à y passer pour que ça marche bien, quoi. Il faut en finir avec ça, c'est insupportable. Le mentorat, ça se réfléchit, ça s'organise, ça se finance, ça se mesure, c'est un boulot, ça nécessite des moyens financiers, donc il faut sortir absolument de ce côté un peu caritatif et se rendre compte que le mentorat est un outil d'accompagnement qui a un impact extraordinaire pour aider un gamin à ne pas décrocher, à persévérer, à trouver sa voie. Voilà, quel que soit l'âge finalement, hein, du collège au bac+5. Et moi, je plaide, mais alors ça, c'est une discussion de long cours avec nos partenaires publics, je fais partie de ceux qui plaident pour qu'on installe un droit au mentorat. Moi, je considère que les 20% de jeunes les plus défavorisés de France, depuis le primaire jusqu'au bac+5, à un moment, ils devraient avoir une forme de droit au mentorat en disant « Ok, j'ai besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour rétablir une forme d'égalité des chances, et donc j'actionne un droit au mentorat avec un financement qui devrait être public ou alors en tout cas une mobilisation privée plus importante pour y arriver. » Oh, c'est une belle conclusion ça. Merci beaucoup Benjamin. On pourra peut-être revenir, mais comme d'ailleurs sur les propos de Jérémy et Colline là-dessus, durant les questions. Je voudrais donc désormais donner la parole à Charles Fier-Singer. Je pense que vous êtes par téléphone, et du coup, je pense que c'est à vous d'activer votre micro, pour pouvoir, échanger avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup. Parfait. Je vous en prie. Peut-être pour vous introduire, donc je le répète, effectivement, vous travaillez chez Michelin, comme notamment manager des questions de diversité. Et si mes informations sont bonnes, vous soutenez avec votre entreprise depuis longtemps un programme de mentorat à Clermont. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez nous parler de ce programme, nous dire pourquoi finalement une entreprise comme la vôtre s'est intéressée au mentorat et a choisi de soutenir un tel programme, et puis comment se traduit le soutien de votre entreprise? Parfait. Alors écoutez, je vais essayer d'être synthétique. La question est Merci. vaste. Donc moi, je suis manager diversité et inclusion pour Michelin France. Dans ce cadre-là, la politique diversité, et je pense que c'est important de le préciser, elle porte sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la question de la mixité et de l'égalité professionnelle. Le second pilier, c'est la question du handicap et du maintien en emploi. Et le troisième pilier, c'est la question de l'insertion et de l'égalité des chances. Et sur ce pilier-là, je mets en particulier les opérations qu'on peut faire sur les jeunes des stages de 3e, et puis aussi des opérations qu'on a pu faire avec l'AFPA dans le cadre de réfugiés, de programmes de réfugiés avec l'AFPA dans le cadre d'un programme qui s'appelle HOPE. Et étant manager de diversité depuis maintenant 4 ans, je me suis rendu compte en fait, au travers de mon quotidien, que tout le monde n'était pas au même niveau sur la ligne de départ de la vie, si je peux
le dire ainsi. Et j'ai découvert, au hasard alors de plusieurs associations, parce que je voudrais pas en citer qu'une, l'intérêt et l'importance du mentorat. Et je sais pas, j'ai pas retenu le nom de l'intervenant précédent, mais le mentorat, c'est pas du le mentorat, merci. Le mentorat, c'est pas du bricolage. Le mentorat, ça demande des moyens financiers et ça demande surtout de la formation pour les gens qui sont mentors. Et effectivement, nous Michelin, quand on a pris conscience finalement de cette inégalité des chances qui pouvait exister, en particulier à Clermont-Ferrand avec certains jeunes issus des quartiers prioritaires, on a décidé de se lancer dans un programme de mentorat pour jeunes avec une volonté de structuration. Et c'est pour ça qu'on l'a pas fait tout seul en fait, et c'est pour ça qu'on a rejoint Télémac, si je peux l'exprimer ainsi, et qu'aujourd'hui on a un certain nombre de salariés Michelin qui font du mentoring auprès de jeunes qui effectivement sont dans des démarches d'avoir besoin d'être accompagnés en termes de mentoring. Alors derrière ça, il y a deux choses que je voulais préciser. Le premier point, c'est que, et c'est vraiment une question que je pose à l'Assemblée dans le cadre de ces assises, c'est qu'effectivement, mobiliser des mentors Michelin pour des jeunes, ça crée effectivement de la valeur pour ces mentors parce que ça leur permet de réfléchir, d'être mis en situation. Et moi, je suis convaincu que ça les fait progresser dans leurs soft skills et dans leur capacité demain à être des managers en transverse ou en direct de meilleure qualité. Après, nous, on est confrontés à deux difficultés. D'abord, c'est le coût de ce mentoring, parce qu'effectivement, ça a un certain coût. Quand vous intégrez une structure comme Télémac, ça a un certain coût. Et je trouve que par rapport à l'enjeu que représente le mentoring pour la société française, j'aurais trouvé bien qu'on puisse avoir d'autres partenaires et que ça soit pas uniquement l'entreprise qui soit porteur de ça. Et je trouve que l'idée est de se dire demain, on est dans des co-constructions Michelin, parce que je vous rappelle que Michelin, c'est 16 sites en France, donc on est en capacité de mobiliser partout si on veut. Mais la question, c'est de mobiliser dans une logique de co-construction avec d'autres partenaires. Ça, c'est le premier point, pour finalement alléger la question du coût financier qui permet à une structure comme Télémac de progresser. Et puis après, on travaille aussi avec l'école de la deuxième chance. Et là, on est dans des démarches un peu différentes, qui est de proposer des journées d'immersion à ces jeunes. Donc là, on est on propose des journées d'immersion pour les faire réfléchir sur des choix possibles. Tout ça pour vous dire que je pense que le mentoring, c'est un outil très puissant, qui n'a pas encore totalement trouvé sa place, puisque je trouve qu'il y a beaucoup de confusion entre le coaching et le mentoring. Coaching, mentoring, tutorat, apprentissage. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. C'est pas forcément facile pour un manager diversité et inclusion comme moi de porter le mentorat parce que finalement, je trouve que en termes de perception, c'est un outil qui, oui, en termes de communication, n'a pas totalement trouvé sa place. Et puis après, j'ai une question subsidiaire sur comment est-ce qu'on peut faire pour que demain, il puisse y avoir plus d'actions de mentoring avec la question que vous évoquez, qui est la question du temps, la question des compétences et la question du coût. Voilà, en tout cas, moi, j'y crois dur comme fer et je pense que c'est certainement un outil qui demain devra être actionné, mais aussi dans les entreprises pour permettre finalement, et là je reviens avec ma casquette de manager diversité, pour permettre finalement à des personnes en situation de handicap ou à des hommes ou à des femmes qui sont dans des environnements où il y a beaucoup de stéréotypes de genre et de raccourcis, d'être accompagnés dans le cadre d'un processus d'apprentissage. Voilà ce que je voulais partager avec vous et du coup je suis heureux qu'il y ait ces premières assises du mentorat parce que je pense que c'est un bel outil en devenir. Merci. Merci beaucoup.
Moi, puis c'est très bien, vous avez, finalement, ouvert, la partie, questions, je ne sais pas si, Benjamin, Jérémy ou Colline, vous voulez, esquisser, un début de réponse ou au moins de premiers éléments par rapport aux questions, posées, par, Charles Fiessinger? Je pense notamment à la question de effectivement, comment, finalement, rendre lisible le mentorat, comment le déployer et faciliter la vie, de tous les, managers diversité ou responsables RSE de France et leur donner envie, de se lancer, dans le mentorat. Oui, et pour compléter, si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez des formations de coaching toute la journée. Tout le monde aujourd'hui, pour un peu qu'il soit prêt à mettre de l'argent sur la table à titre personnel ou avec son entreprise, peut être coach. Finalement, le mentorat, c'est plus confidentiel. Or, ça me semble plus démocratique et tout à fait en lien avec notre thématique. Donc, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi, en lien avec ce terme et en lien, et là, je fais le lien aussi, alors, du coup, moi, ce que je trouve, c'est que sur cet aspect du mentorat et de l'égalité des chances, je trouve que c'est pas très bien structuré. Je trouve qu'il y a beaucoup d'associations qui proposent du mentoring, qui d'ailleurs sont toutes plus ou moins en compétition, parce qu'évidemment, Michelin ne peut pas financer toutes ces associations, donc forcément, on les choisit, et forcément, nous, on a choisi de s'investir avec Télémac. Bon, ça aurait pu être avec d'autres. Enfin, j'ajoute aussi qu'on finance Mosaïque RH, hein, même si c'est pas sur du mentoring. Donc ma question, c'est que je trouve que c'est pas très bien structuré. Je trouve qu'il y a beaucoup de compétition, et je trouve, pour comparer avec un autre secteur que je connais plutôt bien, qui est la question du handicap, c'est que je trouve que c'est mieux structuré. Aujourd'hui, la loi a mis en place des référents handicap, qu'il y a des formations qui sont proposées par l'AGFIP qui permettent à ces référents handicap d'être des mentors sur la question du maintien en emploi et des salariés en situation de handicap. Voilà, moi je souhaite finalement, je souhaiterais qu'on puisse faire pareil sur la question du mentoring. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Benjamin? Oui, je veux bien réagir sur ça en disant oui, effectivement, ces associations de mentorat sont quand même nées d'initiatives assez différentes les unes des autres, et je pense qu'on s'est construit sur un terreau depuis une quinzaine d'années où on a effectivement été assez peu en concertation les uns les autres, il faut quand même bien le dire. Donc effectivement, je crois que sur le champ des entreprises, on est venu en ordre dispersé expliquer que notre association était mieux que celle du voisin. Donc ça s'est longtemps fait comme ça. Je pense qu'on est vraiment en train de changer. Je crois que les acteurs du mentorat, et c'est complètement la mission du collectif mentorat et des 8 assos qu'il constitue, les assos du mentorat ont compris qu'on ne gagnerait pas à rester chacun dans notre coin à essayer de défendre nos, entre guillemets, parts de marché. Ça ne marchera pas. C'est juste pas possible, et c'est pas comme ça qu'on changera d'échelle. C'est pas à la hauteur des besoins. Et donc je pense qu'on a franchi ce cap. Voilà, le collectif mentorat, c'est notamment ça, c'est la question de réfléchir à ce qu'est le métier du mentorat et apporter une définition du mentorat qui est une question encore en puissance, mais c'est important, c'est une espèce de... On a constitué entre nous un syndicat des acteurs du mentorat pour défendre que c'est un métier et que effectivement ça ne s'improvise pas, donc à nous de travailler dans le collectif mentorat à ce qu'est la différenciation du mentorat versus d'autres cursus comme le coaching par exemple, où il y a effectivement déjà des organismes qui réfléchissent à ce qu'est le coaching. Je pense qu'on est beaucoup plus capable maintenant de faire des actions concertées parce qu'on se connaît mieux et qu'on a aussi un peu délimité nos territoires respectifs. Voilà. Entre la FEV et article 1, il y a longtemps eu une histoire un peu compliquée jusqu'à ce qu'on comprenne que finalement on ne s'adresse pas du tout au même public, puisque la FEV est beaucoup plus sur les collégiens, et moi les collégiens je ne les vois jamais, et article 1, et pareil, le Télémac est sur les collégiens, et les collégiens je n'y vais pas non plus, et moi je suis sur la suite de l'histoire qui est Bac+, et là bah, effectivement on s'est dit bah, finalement il y a peut-être matière à travailler ensemble, et on a tous fait ce travail, j'allais dire, de cartographie.
L'étape d'après, et qui est aussi en train d'être franchie, je pense, c'est d'être capable de proposer à nos financeurs publics ou privés, donc les entreprises aussi, des démarches plus concertées. Et ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. Je le fais par exemple avec le collectif de l'ascenseur. Sachez que, pour prendre un exemple très concret, on a construit une Benjamin, chose tu tout à peux l'heure. juste préciser ce qu'est l'ascenseur? Oui, pardon, Peut-être que tout le l'ascenseur, monde ne c'est sait pas. un collectif que nous avons créé, dans lequel il y a Mosaïque RH, dans lequel il y a Télémac, où il y a aussi le siège social du collectif Mentorat. C'est une vingtaine d'associations qui travaillent sur l'égalité des chances dans l'accès à la culture, à l'école et à l'emploi, voilà, sur le territoire national. C'est 40 000 bénévoles et à peu près 250 000 bénéficiaires par an. Voilà. Et donc, ce collectif est capable de faire des solutions structurées. Je vous donne un exemple concret. On a travaillé avec un laboratoire pharmaceutique dans les Hauts-de-France et en Île-de-France qui nous a dit, moi je veux une solution qui aille du collège au bac+5. Donc on fait stage de 3e avec Viens voir mon taf, mentorat jusqu'au bac avec Télémac et accompagnement avec article 1. Et peut-être qu'à un moment, on rajoutera Mosaïque RH sur l'accès à l'emploi. Vous voyez, donc on est plus capable de faire ça. Et l'autre point rapidement, alors il y a toujours quelqu'un qui parle là en parallèle. Oui. L'autre point rapidement sur la question du financement, vous avez raison, ça coûte cher de faire du mentorat. On a tous un peu cette question de limite. C'est aussi pour ça qu'on dit aux partenaires publics, il serait temps de miser massivement sur le mentorat et d'en faire un outil de politique publique et un outil d'émancipation et d'éducation. Je le dis comme ça. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on fait le rapport entre ce que coûte le mentorat et ce que ça rapporte… Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Il y a une personne qui parle, mais qui ne fait pas partie des intervenants, et du coup, ça brouille un petit peu les débats. Merci. Oui, juste le rapport entre ce que coûte une opération de mentorat et ce que ça rapporte à la collectivité, il est extrêmement démontré. Pour vous donner un chiffre concret, mentorat article 1, et les autres sont à peu près dans ces ordres de valeur là aussi, hein, on est à peu près en coût de revient 850 € par an par binôme. Voilà. Je fais baisser le taux de décrochage scolaire, le risque de décrochage scolaire en première année d'enseignement supérieur de 30% quand je mets un mentor en face d'un jeune. Le coût d'une année d'études supérieures pour la collectivité, c'est entre 6 et 8 000 €. Voilà, il ne faut pas être très grand matheux pour s'apercevoir qu'un investissement de la collectivité publique pour mettre un peu de mentorat et baisser le taux de décrochage de cette hauteur-là, ce serait largement intéressant pour les finances publiques. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a encore besoin d'étayer et de démontrer. Merci Benjamin. Avant de revenir à une question… Est-ce que je peux répondre juste oui, à je vous en prie. ce qu'a dit Benjamin, et puis après deux choses. D'abord, moi cette année, je étais en manager diversité et inclusion, j'ai été au collectif de l'ascenseur. Il se trouve que, bon, vous avez compris que je travaille avec Télémac, je travaille aussi avec Viens voir mon taf, je travaille avec Mosaïque. Cette notion de cartographie que vous évoquez, moi personnellement, on m'en a jamais parlé. Donc, j'entends bien ce que vous dites. Moi, je vous dis aujourd'hui, je suis manager diversité chez Michelin. Les gens avec qui je travaille, Mosaïque RH à Paris, Télémac, Viens voir mon taf, ils m'ont jamais parlé de cette cartographie d'ensemble. Donc, je vous réponds, j'entends bien ce que vous dites, mais moi, ma perception aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans des démarches d'individualité. Voilà, c'est le seul point que je veux vous dire. Je pense que vous avez totalement raison d'avoir une vision globale, mais moi, ma perception, c'est qu'en 2020, ni Mosaïque RH, je veux dire, on m'a pas parlé de cette approche globale, et la segmentation que vous évoquez, on me l'a pas évoquée non plus. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, aujourd'hui, ma perception, c'est qu'on est encore dans des relations one-to-one. Point. Sans doute que vous avez raison, mais moi, je constate pas ça. En tout cas, c'est pas ce discours-là que j'ai quand je suis avec mes acteurs, et quand j'ai Mosaïque RH. Très concrètement, la question, c'est de renouveler le partenariat. Ils ont besoin, mais j'imagine comme tous, d'argent. C'est ça le sujet. C'est pas de me présenter une cartographie globale. Merci. Colline, tu voulais réagir? Oui, alors après, moi, je connais vraiment que le territoire de Strasbourg, mais je pense aussi que peut-être cette sensation peut être liée au fait que déjà, d'une part, le collectif Mentorat, il est quand même très récent. Il s'est constitué à échelle nationale et a commencé, je pense, vraiment à travailler à cette définition commune du mentorat et à dégager ces invariants qu'on a tenté de présenter au début pour justement commencer à travailler à ce qui finalement nous réunit plus que ce qui nous sépare.
Donc, on n'est sans doute pas encore enfin, voilà, au bout de ce chemin, et notamment localement. Enfin, voilà, je pense que là, la dynamique, elle s'est lancée nationalement, et que là, l'enjeu, ça va être aussi pour nous, localement, de faire du lien entre nos différentes structures et de pousser cette dynamique un peu plus loin. Peut-être que c'est voilà, aussi une des prochaines étapes à mettre en œuvre. Ce que j'entends en effet dans le contexte, c'est finalement le collectif Mentorat, il a 1 an et demi. L'ascenseur, Benjamin, tu me contrediras peut-être, mais doit avoir 3 ans. Donc, il y a une tendance effectivement à la réunion, à la synergie, à l'action collective, mais qui se traduit peut-être pas encore partout. Jérémy, Colline, est-ce que vous avez des exemples à l'échelle territoriale voilà, de partenaires que vous allez voir avec d'autres assos ou de synergie avec des associations du collectif? Je crois me souvenir, pour avoir travaillé par le passé chez Proxité avant d'être à l'ESA, qu'il y avait de belles collaborations entre Proxité et la FEV au niveau des Hauts-de-France. Oui, bah, du coup, je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. En effet, dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir nos locaux, notamment sur la métropole lilloise, donc à Roubaix plus précisément, à côté de ceux de Proxité. Du coup, ça permettait, enfin, ça permet de pouvoir se voir assez souvent, sachant que nos interventions sont sur un public plus ou moins similaire, dans le sens où on a des programmes qui se recoupent, notamment sur la question de l'orientation des 4e et 3e. On travaille beaucoup aussi en complémentarité, étant donné qu'on travaille dans les mêmes établissements scolaires. Donc, si je prends un exemple d'un collège avec lequel je travaille, sur lequel Proxité est aussi, et Proxité concentre son accompagnement beaucoup sur son mentorat, pardon, beaucoup sur les 4e et les 3e. De ce fait, nous, la FEV, nous portons plus sur les 6e et les 5e, ce qui fait que ça évite un chevauchement d'action. Après, évidemment, toute cette complémentarité, le fait de travailler ensemble, ça nécessite aussi un besoin pour chaque structure d'avoir des personnes qui portent vraiment cette complémentarité. Et c'est difficile à mettre en place, mine de rien. Quand on a plein de structures qui travaillent ensemble, qui ont plein de réalités différentes, c'est très difficile de les mettre parfois autour d'une table et de poser les choses. On le voit aussi au niveau des pouvoirs publics via les cités éducatives qui font aussi beaucoup de tours de table et de discussions. Et après, dans l'action, forcément, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Mais il y a des travaux qui sont faits, notamment autour de certaines fonctions. Je prends les coordinateurs de réseaux d'éducation prioritaire qui permettent, eux, de travailler avec plusieurs structures associatives et parfois même se retrouver autour d'une table. Et donc, c'est ce que je suis en train de travailler, notamment avec une coordinatrice, de créer une table ronde entre toutes les structures associatives pour pouvoir répartir le ciblage des jeunes qu'on touche de manière à ce que ce soit plus approprié à la structure. D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir sur un autre point évoqué par Charles Piessinger, mais aussi dans le chat. En 2 mots, si vous deviez donner des différences limpides entre le coaching et le mentorat, quelles seraient-elles? C'est vrai qu'on a tenté de faire cet exercice un peu au début, mais on l'avait pas mis dans le PowerPoint, alors peut-être Oui, et que… puis je vous ai obligé à accélérer, donc. Voilà. C'est vrai que bon, déjà, ça a été nommé, je crois, dans le chat. Ce qui est essentiel à rappeler, c'est que le mentorat, c'est déjà du bénévolat, ce qui n'est pas forcément le cas du coaching. Après, je ne suis pas experte du coaching. Et il y a aussi donc cette idée des objectifs. Dans le coaching, on est dans un objectif qui va être très précis, individuel.
et le transfert d'une expertise concrète, professionnelle ou personnelle, alors que dans le mentorat, l'objectif va être plus évolutif et s'adapter aussi en fonction des besoins. Comme donnait l'exemple tout à l'heure Benjamin Blavier, hein, par exemple, ce n'est pas les mêmes objectifs, les mêmes besoins si on est sur une première année d'études, si on est sur un master. Donc voilà, les objectifs évoluent. La durée aussi du coaching est souvent courte, alors que dans le mentorat, on va être sur une relation qui va peut-être être plus, s'étendre plus sur le long terme et plus en profondeur. Et puis le coaching, a priori, c'est aussi plutôt une relation unidirectionnelle. Alors que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le mentorat, la notion d'apprentissage mutuel est très importante aussi. Donc voilà. Et les mentors ne sont pas forcément même, je ne veux pas dire de bêtises, mais rarement des professionnels. Ça reste bénévole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça répond aux questions, si c'est clair, si tout le monde est d'accord ou vous avez des choses à compléter, parce que je n'ai pas la science infuse. Du coup, si je peux me permettre puisque c'était, enfin, j'ai posé la question, je vous entendais parler de coaching et de mentorat. Moi, je suis à la fois coach, ingénieur de formation et je pilote le mentorat à destination des étudiants ingénieurs. Donc, j'ai l'impression par rapport à ce que vous expliquez que j'ai un peu fait du bricolage jusqu'ici, mais j'ai appris en faisant et c'est très intéressant et je suis ravie de vous rejoindre ici aujourd'hui. Je m'aligne avec ce que vous dites, Colline, sur les différences entre coaching et mentorat. Sur la durée de coaching, on est sur quelque chose de court et le mentorat sur quelque chose de plus long. Par contre, le coaching est bien un processus de créativité. Il n'y a pas forcément transfert, c'est pas du conseil en fait, c'est un accompagnement aussi, un processus d'accompagnement. Et qui peut être aussi évolutif, même si on est sur quelque chose de court. Donc, c'est pour ça que pour moi, pas forcément, enfin, avec en plus un aspect du mentorat qui est bénévole, mais qui se professionnalise. Du coup, effectivement, comment piloter ça? Enfin, en tout cas, c'est des questions que moi, je me pose entre ces différents métiers et les clarifier pour que, par exemple, la destination de jeunes ingénieurs, il n'y ait pas de confusion ou le moins possible entre les différents accompagnements. Et qu'on ne vienne pas proposer du mentorat là où un coaching serait utile ou d'autres accompagnements thérapeutiques. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Jérémy, tu voulais enchaîner. Mais je veux bien répondre à cette question. Donc en fait, la différence entre le court terme et le long terme, je pense qu'elle doit s'établir d'abord dans les objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va rechercher dans nos accompagnés, dans nos mentorés, qu'est-ce qu'on veut leur apporter, ça reste compliqué comme question dans le sens où les objectifs de long terme vont être similaires à des objectifs de court terme, mais je parlais de notion de continuité tout à l'heure. En fait, il faut que ça reste un peu dans cet esprit-là. Si on veut, par exemple, amener à l'autonomie à court terme, forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué puisque justement, dans ce court terme, il saura être autonome, mais l'après, c'est-à-dire qu'une fois le coaching terminé, est-ce que réellement il saura être autonome et continuer de lui-même ou est-ce qu'il n'aura pas besoin d'un nouveau coaching? Et c'est là qu'on se demande s'il n'y a pas besoin d'un mentorat pour faire du plus long terme et que ça s'inscrive et que justement la sortie aussi du mentorat, quand je parlais de la clôture, c'est de dire sur les derniers instants, voilà, maintenant je vais partir. On devait travailler sur ton autonomie. Donc, le but, c'est que moi, quand je m'en aille, tu saches être autonome de toi-même. Et donc, en fait, ça va être vraiment cette étape de conclusion qui va être importante et qui est tout aussi longue que le mentorat. Et en fait, dès le début, j'ai envie de dire, cette conclusion, elle se prépare et elle s'anticipe.
Je vais me faire le porte-parole de la question que vous avez peut-être vue dans le chat. Donc, est-ce qu'un mentor peut accompagner plusieurs mentorés? Si oui, combien? Alors, en même temps ou pas en même temps? Et ensuite, deuxième partie de la question sur la question finalement de l'ampleur du rôle du mentor et jusqu'où peut-il aller, y compris sur des aspects peut-être plus psychologiques. Je ne sais pas qui veut répondre parmi vous. Je peux peut-être tenter, ça fait un peu le lien avec la question précédente. Hein. Oui. N'oublions pas que le mentorat, ce n'est pas un métier. La grande différence avec le coaching, c'est que c'est quelqu'un qui se porte volontaire sur une base bénévole pour passer quelques heures à faire un exercice qu'il ne connaît pas. Donc, on n'est effectivement pas sur du coaching. Il peut y avoir des outils de coaching qui sont utilisés. On démocratise quelques outils de coaching, effectivement, mais voilà, n'oublions pas ça, le mentor, il est bénévole. Donc, ce qui veut dire aussi que, justement, il ne faut pas le mettre en trop grande difficulté. Donc, moi, je suis... évidemment, c'est possible, mais je serais plutôt pour qu'on essaye de limiter le mentorat à une relation binôme. Et effectivement, les aspects, par exemple celui qui est mentionné là, de violence psychologique ou de grande précarité ou d'addiction, enfin il peut y avoir des vraies grosses difficultés. Là, il faut savoir dire à un mentor, attention, là ce n'est pas ton rôle et il faut être en capacité de déminer ce genre de situation en leur apportant de l'aide. N'oublions pas un point, c'est qu'un mentor n'intervient jamais seul. On est dans le cadre d'une communauté. Nos associations sont des communautés d'action, donc les mentors sont reliés entre eux. Il y a c'est aussi pour ça qu'il y a des gens derrière, il y a des moyens, parce qu'effectivement, le mentor doit pouvoir passer un coup de fil sur des situations de ce genre-là pour alerter, parce que peut-être que là, il faudra passer la main à des pros, à des gens dont c'est le métier. Le mentorat pourra être utile, mais il y a peut-être des choses à résoudre auparavant. Donc voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est pro et ce qui ne l'est pas. Et les techniques de coaching peuvent peut-être arriver en complément. Il y a juste un point qui est intéressant, c'est quand on parle des besoins des jeunes, assez souvent dans nos associations, on fait miroiter une forme de contrat d'objectif qui est assez précis au départ. On va dire soutien scolaire, recherche d'emploi, orientation. C'est une manière de nouer le contact avec le jeune. Et assez souvent, au-delà de ça, surtout si on s'inscrit dans la durée, en fait, la relation initiale qui est très intéressée va pouvoir évoluer sur quelque chose de plus riche. Voilà. Et se rapprocher finalement d'éléments de coaching sur de la mise en confiance, sur du dépassement de soi. Voilà. Donc, il y a cette question de comment on rentre en contact et sur quel besoin, elle est effectivement, comme toujours dans le mentorat, primordiale. Je retiens donc aussi qu'il est essentiel, là aussi, hein, quand vous parliez de structuration, de professionnalisation, pour vos associations, effectivement, d'être en lien étroit avec le reste de la communauté éducative pour trouver des relais lorsque les problématiques dépassent le cadre du mentorat, de ce que peut apporter le mentor. J'avais une autre petite question un peu concrète, là aussi, sur finalement la limite du rôle de mentor. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la fin du mentorat. Est-ce que vous faites une différence entre la fin du mentorat et la fin de la relation entre le jeune et son mentor? J'imagine que parfois le programme peut s'arrêter, le jeune est autonome, mais qu'il y a peut-être des amitiés qui restent, d'autres liens, etc. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Jérémy? Oui, si personne d'autre ne se... Je veux bien. Non, mais je peux vous donner un exemple très concret pour le coup. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'une étudiante accompagne un jeune qui est maintenant au collège. En fait, donc, il y a eu vraiment la première année où ils ont appris à se connaître avec la famille aussi, beaucoup. Et donc, il faut savoir qu'à la FEV, pendant les vacances scolaires, notamment la période estivale, les binômes ne se font pas. Ou alors, si le bénévole a envie d'aller voir la famille et le jeune, il peut y aller, mais ce n'est pas encadré par la FEV. Et en fait, donc ce binôme, après la première année, l'étudiante a vraiment noué une très forte relation amicale avec la famille et le jeune,
Ce qui fait que maintenant, même la première rencontre, donc en tout début d'année, le ciblage, etc., tout ça, en fait, on ne le fait plus parce que vraiment, ça fait 4 ans que tout roule, tout se passe bien. Il y a vraiment une notion de progrès. Ça continue d'année en année et il continue à se voir tout le temps. Enfin, c'est vraiment une histoire super belle, je trouve. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on dépasse cette relation de mentor à mentoré, parce qu'on peut la dépasser parfois. Après, c'est pas immuable non plus, hein, ça n'arrive pas systématiquement. Mais en tout cas, il y a des cas comme ça où ça va au-delà. Et à ce moment-là, nous, en tant que professionnels, on est simplement fiers d'avoir contribué à la construction de cette relation où toutes ces personnes ont appris à se connaître, se sont rencontrées. Et enfin, voilà, c'est juste beau et touchant. Et donc, en tout cas, pour moi, en tant que professionnel, c'est une fierté. Et voilà, et je sais qu'on peut contribuer à ce genre de choses. Après, encore une fois, ce ne sera pas systématique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour nous et qui est beau. Merci beaucoup Jérémy. Je trouve que c'est pas mal comme mot de la fin. Alors, je vois qu'il reste encore quelques questions, mais je voudrais pas qu'on soit interrompu par la bascule vers la plénière au milieu d'une réponse à une question. Donc merci beaucoup à Benjamin, Jérémy, Colline et Charles. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier.